Elle m'a tendu les papiers du divorce la veille de notre anniversaire de mariage, souriant comme si elle venait de gagner au loto. Elle m'a traité de lâche quand j'ai signé sans opposer de résistance. 3 mois plus tard, j'ai hérité de 8 millions d'euros de l'oncle qu'elle qualifiait d'insignifiant. Puis, elle a débarqué à ma banque avec un avocat, toujours avec ce même sourire. Je m'appelle François Morel. J'ai 59 ans et j'ai passé les 35 dernières années avec une clé à molette à la main et du cambouis sous les ongles. J'ai monté mon entreprise de plomberie en partant de rien, un robinet qui fut à la fois marié à Caroline depuis 22 ans, nous avons élevé 2 enfants, Thomas et Chloé, et je pensais avoir tout fait dans les règles de l'art. Je payais mes charges à l'URSSAF à l'heure, j'étais là quand je le promettais, et je ne haussais jamais le ton, sauf quand un apprenti était sur le point de s'électrocuter avec une perceuse trempée. Je suppose que ce n'était pas suffisant. L'enveloppe est arrivée un mardi, même pas remise en main propre, sans grand discours dramatique. Elle était simplement posée sur le plan de travail de la cuisine, à côté de la machine à expresso, quand je suis rentré d'un chantier à la Croix-Rousse. Une épaisse enveloppe en papier craft, le genre de papier de qualité qu'utilisent les cabinets d'avocats quand ils veulent vous faire comprendre que vous êtes dans le pétrin avant même de l'ouvrir. Caroline se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, portant cette veste bleu marine qu'elle s'était achetée au printemps dernier, celle qui coûtait plus cher que la mensualité de ma camionnette utilitaire. Tu devrais lire ça, a dit Caroline. Sans me regarder. Sa voix était monotone, répétée. J'ai ramassé l'enveloppe. J'ai soupesé son poids. Beaucoup trop de pages pour que ce soit une bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Les papiers du divorce. A-t-elle fini par dire en se tournant vers moi. Je les ai déposés hier, la veille de notre anniversaire. Ça me semblait plus net comme ça. Mes mains se sont figées. Soudain, l'enveloppe semblait peser 20 kilos. Plus net, ai-je répété. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être, a continué Caroline en lissant sa veste. J'ai fait en sorte que ce soit simple. Une séparation des biens équitable, pas de dispute. Tu n'as qu'à signer et nous pourrons tous les deux passer à autre chose. Je l'ai regardé, j'ai vraiment regardé la femme que j'avais rencontrée lors d'une kermesse de quartier en 1993. Qui avait ri à mes mauvaises blagues et ne se souciait pas que je sente le mastic de plomberie et le cuivre. Elle n'était plus cette femme-là. Cette personne devant moi était tirée à 4 épingles, distante, comme si elle avait répété ce moment devant son miroir. Tu as prémédité ton coup, ai-je dit. Ça fait des années qu'on s'éloigne, a-t-elle répondu. Tu le sais très bien. Je le sais. Ça rend juste la chose officielle. J'ai ouvert l'enveloppe. J'ai parcouru la première page. Requête en divorce par consentement mutuel. Mes yeux se sont fixés sur la date, déposée un jour avant notre 22e anniversaire. La réservation que j'avais faite au restaurant gastronomique Le Gabriel était toujours dans mon téléphone. Le bracelet que je lui avais acheté était emballé et caché dans ma caisse à outils dans le garage. Je ne vais pas me battre contre ça, ai-je dit d'une voix basse, en posant les documents sur le comptoir. Caroline a cligné des yeux, surprise. Tu ne vas pas le faire? Non. J'ai pris un stylo dans le tiroir, j'ai tourné les pages et j'ai commencé à signer. Chaque page, chaque clause, chaque phrase juridique polie qui se traduisait par « Tu ne vaut pas la peine qu'on se batte pour toi ». Ma main n'a pas tremblé. Cela a semblé l'agacer plus que tout. C'est tout, a-t-elle demandé.
Tu vas simplement signer? Je l'ai regardé. À quoi t'attendais-tu? Caroline? Des supplications? Des larmes? Tu as pris ta décision. Je prends la mienne. Son visage s'est crispé, mais elle n'a rien répondu. J'ai fini de signer, j'ai glissé les documents dans l'enveloppe et je la lui ai tendue. Je serai parti d'ici ce week-end, ai-je dit en passant devant elle pour me diriger vers l'escalier. Derrière moi, je l'ai entendu expirer, un son entre le soulagement et la déception, mais je ne me suis pas retourné. Je ne lui ai pas donné la satisfaction de voir ce qu'elle pensait y trouver. Le vendredi, j'étais parti. L'appartement que j'avais loué n'avait rien d'exceptionnel. Un troisième étage sans ascenseur dans la banlieue et de la ville, au-dessus d'une laverie automatique qui bourdonnait jusqu'à minuit et d'une épicerie de quartier qui vendait des jeux à gratter et du café rance. La moquette était élimée par endroits. Le frigo faisait des bruits d'agonie et le robinet de la salle de bain fuyait, peu importe la force avec laquelle je le serrais. Ironique, vu mon métier, mais j'ai laissé couler. Ça me rappelait que j'étais encore en vie. J'avais déjà fait mes cartons 2 semaines avant que Caroline ne me remette ses papiers. Appelez ça de l'intuition ou simplement du bon sens. Mais quand votre femme commence à rentrer à la maison en sentant un parfum d'homme qui n'est pas le vôtre, vous commencez à prévoir un plan B. 3 sacs de sport, une caisse à outils, le vieux fauteuil relax de mon père et une lampe que j'avais chinée dans un vide-grenier il y a 15 ans. C'était tout. Tout le reste, la maison, les meubles, la vie que nous avions construite, je le lui ai laissé. Non pas par générosité, mais parce que je ne voulais pas me battre pour des choses qui n'avaient plus d'importance. Thomas m'a appelé le lendemain de mon déménagement. La voix de mon fils a résonné dans le téléphone, tendue et confuse. Papa. Qu'est-ce qui s'est passé bordel? A demandé Thomas. Ta mère et moi, on divorce, ai-je dit en posant la pince multiprise que j'utilisais pour resserrer le siphon de mon nouvel évier. Elle a lancé la procédure. J'ai signé. C'est tout. C'est tout, a répété Thomas, la voix montant d'un cran. Vous êtes mariés depuis plus de 20 ans. On ne part pas comme ça en claquant la porte. Je ne suis pas parti, fils, ai-je répliqué calmement. Ta mère l'a fait. Je respecte simplement sa décision. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis Thomas a repris la parole, cette fois avec plus de dureté. Maman a dit que tu avais baissé les bras. Elle a dit que tu n'as même pas essayé de sauver votre mariage. J'ai fermé les yeux. J'ai senti la brûlure familière de la frustration dans ma poitrine. Bien sûr qu'elle avait dit ça. Ta mère peut raconter ce qu'elle veut, Thomas. Je ne vais pas débattre de sa version des faits. Tu as 28 ans, tu découvriras la vérité par toi-même. Alors c'est ça, c'est vraiment fini, a insisté mon fils. Oui, ai-je dit doucement. C'est fini. Il a raccroché sans dire au revoir. Je suis resté là, dans ma cuisine étroite, le téléphone dans une main et ma pince dans l'autre, en me demandant combien de temps il lui faudrait pour comprendre que je n'étais pas le méchant de l'histoire. Chloé a appelé 2 jours plus tard. La voix de ma fille était plus douce, plus mesurée. Elle travaillait dans un cabinet d'avocats du centre-ville. Elle voyait ce genre de paperasse toutes les semaines. Elle comprenait la mécanique d'une séparation, même si elle n'en saisissait pas le pourquoi. Papa. Tu vas bien, a demandé Chloé. Je vais bien, ma chérie, lui ai-je dit, et je le pensais plus sincèrement que je ne l'aurais cru. Maman raconte à tout le monde que tu as simplement abandonné, a-t-elle dit prudemment. Que tu n'as
Même pas voulu en discuter. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, lui ai-je demandé. Chloé a fait une pause. Je pense qu'il y a des choses qu'elle ne dit pas. Une fille intelligente. Elle l'avait toujours été. Tu as raison, ai-je dit. Mais ce n'est pas ton fardeau. Ça se passe entre ta mère et moi. Je t'aime, papa, a dit Chloé d'une petite voix. Je t'aime aussi, Chloé, plus que tu ne l'imagines. Quand elle a raccroché, je me suis assis dans le vieux fauteuil de mon père et j'ai fixé le plafond taché d'humidité. Le goutte à goutte du robinet de la salle de bain résonnait dans le silence, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri, car je savais quelque chose que Caroline ignorait. Je savais attendre. Caroline n'a pas perdu de temps pour construire sa nouvelle image. Une semaine après mon départ, ses réseaux sociaux se sont transformés en une vitrine soigneusement orchestrée de sa nouvelle liberté. Des photos d'elle dans l'institut de beauté qu'elle dirigeait. Entourée de clientes souriantes et de produits capillaires hors de prix. Des photos d'une dégustation de vin dans le Vieux Lyon où elle prenait la pause avec des gens que je n'avais jamais vus. Une publication la montrait sur le bateau de quelqu'un, une coupe de champagne à la main, avec en légende « Nouveau ». Chapitre « Nouvelle énergie ». Les commentaires pleuvaient comme des applaudissements. Tu le mérites. Tu vis enfin ta vraie vie. Rayonnante. Je n'ai pas commenté, je n'ai pas réagi, je regardais juste de loin, de la même façon qu'on observe un orage se former à l'horizon. On ne court pas vers lui, on s'assure juste que ses fondations sont solides. Ce qu'elle ne publiait pas, c'étaient les fissures qui apparaissaient dans son image parfaite. Chloé a mentionné, lors de l'un de nos cafés hebdomadaires, que Caroline avait posé des questions sur mon emploi du temps, où je vivais, si j'avais déjà engagé un avocat. Ma fille était assise en face de moi à la terrasse de la brasserie, touillant le sucre dans son café avec une expression soucieuse. Elle est nerveuse, papa, a dit Chloé à voix basse. Ça se voit tant que ça. Pourquoi? Ai-je demandé en découpant un croissant. À cause de toi, a répondu Chloé. Elle s'attendait à ce que tu t'effondres, que tu l'appelles, que tu la supplies, mais tu ne l'as pas fait et maintenant elle ne sait pas ce que tu as derrière la tête. J'ai pris une gorgée de café. J'ai pesé mes mots avec soin. Ce que j'ai derrière la tête ne la regarde plus. Papa, Chloé s'est penchée en avant en baissant la voix. Y a-t-il autre chose? J'ai vu des documents au cabinet hier. L'avocat de maman a déposé une requête pour réviser la séparation des biens. Ils prétendent que tu as dissimulé des revenus de ton entreprise pendant le mariage. Ma fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de ma bouche. C'est un mensonge. Je sais, a dit Chloé. Mais il lance des hameçons, il essaie de trouver quelque chose pour faire pression. J'ai posé ma fourchette. J'ai regardé ma fille, 25 ans, vive comme l'éclair, qui voyait déjà clair dans leur jeu laisse les péchés, ai-je dit calmement. Ils ne trouveront rien. Parce qu'il n'y a rien à trouver. Et l'oncle Léonard a soudainement demandé. Chloé, sa voix n'étant plus qu'un murmure. Je me suis figé. Léonard Dupont, le frère de ma mère, l'homme qui avait bâti un empire de la distribution de matériel de plomberie en partant de zéro et qui avait passé la dernière décennie à vivre comme un ermite dans un manoir des Monts d'Or. Nous étions restés en contact au fil des ans, des visites tous les quelques mois, des coups de fil pour les fêtes. Caroline l'avait toujours méprisé, le trouvant excentrique et sans intérêt. Qu'est-ce qu'il y a avec lui, ai-je demandé prudemment. Ça. Santé, a dit Chloé. J'ai entendu par tante Martine qu'il ne va pas bien, et je
C'est que tu lui rends visite plus souvent que tu ne le dis. J'ai soutenu le. Regarde ma fille. Léonard est mon oncle. Je lui rends visite parce que je tiens à lui, pas parce que j'attends quoi que ce soit. Chloé a hoché la tête. Lentement, mais quelque chose dans ses yeux m'a dit qu'elle en comprenait bien. Plus. Fais juste attention, papa. Maman surveille tes moindres faits et gestes. Maintenant. Qu'elle surveille, ai-je répliqué en terminant mon café. Elle ne verra ce qui compte que lorsqu'il sera trop tard. Nous nous sommes quittés. Devant la brasserie. Alors que je retournais vers mon appartement, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai décroché. Monsieur Morel, je suis maître Vincent. Le maire, le notaire en charge de la succession de Léonard Dupont. Je vous appelle pour vous informer que votre oncle est décédé hier matin. J'aimerais fixer un rendez-vous pour discuter de son testament. Vous avez été désigné comme l'unique bénéficiaire. Je me suis rangé sur le bas-côté de la route, agrippant le volant. Tout venait de changer. 3 mois. C'est le temps qui s'était écoulé. Entre la demande de divorce de Caroline et le coup de fil qui allait tout réécrire. 90 jours de silence, à la laisser penser que j'avais tourné la page, à la regarder se construire une vie qu'elle croyait hors de ma portée. 90 jours à faire mes tournées, à réparer des tuyaux cassés, à faire profil bas et à attendre. L'étude de Maître Lemaire se trouvait dans le centre-ville de Lyon, au dernier étage d'un immeuble haussmannien qui sentait l'argent de la vieille bourgeoisie et l'acajou ciré. Le notaire lui-même approchait la cinquantaine, cheveux grisonnants, costume sur mesure, le genre d'homme dont les honoraires étaient à la minute équivalaient chaque centime. Monsieur Morel, a dit Vincent en me serrant fermement la main. Merci d'être venu si rapidement. Je vous en prie, asseyez-vous. Je me suis assis en face de son bureau, les mains croisées sur les genoux. Vincent a ouvert un dossier en cuir et en a sorti plusieurs documents. Votre oncle Léonard a été très précis. Dans ses instructions, a commencé Vincent. Il vous a légué l'intégralité de son patrimoine sans aucune condition, sans fiducie compliquée, sans aucune restriction. Tout vous est transféré directement après l'ouverture de la succession. De quelle somme parlons-nous, ai-je demandé. Vincent a fait glisser une feuille sur le bureau. Les liquidités totales, les portefeuilles d'investissement et les bénéfices de la vente de son entreprise de fabrication s'élèvent à 8 millions d'euros. Ce chiffre est resté suspendu entre nous comme une ligne à haute tension. 8 millions. J'avais vécu avec 40 000 euros par an. À réparer des toilettes et à changer des chauffe-eau. Et maintenant, j'étais assis dans un bureau où l'on m'annonçait que j'étais 8 fois millionnaire. Le timing, ai-je dit lentement, est important. Vincent a acquiescé. Je suis au courant de votre récente procédure de divorce. Le jugement a été prononcé il y a 2 semaines. C'est exact, ai-je confirmé. Cet héritage est donc totalement indépendant de tout bien matrimonial, a expliqué Vincent. Votre ex-femme n'a aucun droit légal dessus. Votre oncle s'est assuré que ce calendrier soit méticuleusement documenté. Il préparait cela depuis des mois, attendant le moment opportun. Je me suis adossé à ma chaise, digérant l'information. Léonard savait. D'une manière ou d'une autre, il savait ce que Caroline préparait avant même que je m'en rende compte. Ces visites, ces longues conversations sur la famille et la loyauté, il m'avait préparé sans que je le sache. Il y a encore une chose, a poursuivi Vincent. Votre oncle a laissé une lettre scellée à votre attention. Il m'a demandé de vous la remettre en main propre. Il m'a
tendu une enveloppe, mon nom écrit de l'écriture tremblante de Léonard sur le devant. Je l'ai ouverte avec précaution. J'ai déplié l'unique page qu'elle contenait. François, disait la lettre, si tu lis ceci, alors tout s'est déroulé comme je le soupçonnais. Ta femme n'a jamais vu ta véritable valeur. Elle a vu un homme simple avec les mains sales et des revenus modestes. Elle n'a pas vu la force, l'intégrité et la patience qui font d'un homme quelqu'un de véritablement riche. Je te laisse tout car tu es le seul qui soit venu me voir. Sans rien attendre en retour. Utilise cet argent intelligemment, protège-toi, et quand elle reviendra, car elle reviendra, ne la laisse plus rien te prendre. Tu lui en as déjà trop donné. Léonard. J'ai plié la lettre, je l'ai remise dans l'enveloppe et j'ai regardé Vincent. Que dois-je faire pour protéger tout ça? Nous allons structurer votre patrimoine immédiatement, a répondu Vincent. Des comptes séparés, des barrières légales, tout sera tracé et daté. D'ici à ce que quiconque comprenne ce qui s'est passé, ce sera intouchable. Je me suis levé et je lui ai serré la main. Commençons. En sortant de cette étude, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des mois. Ni soulagement ni satisfaction, juste un sentiment de contrôle calme et délibéré. Le SMS est arrivé en premier, court, désinvolte, comme si nous étions de vieux amis prenant des nouvelles. Salut, j'ai entendu dire que tu avais dîné au Gabriel la semaine dernière. J'espère que tu vas bien. J'ai fixé le message pendant une bonne minute avant de le supprimer sans répondre. Caroline tâtait le terrain, testant pour voir si j'allais mordre à l'hameçon. Je n'allais pas le faire. 2 jours plus tard, elle a appelé. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. Sa voix était plus légère que je ne l'avais entendue depuis des années, presque enjouée. François, c'est moi. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. On devrait discuter. Il y a certaines choses dont on doit parler au sujet des enfants. Rappelle-moi. Les enfants avaient 28 et 25 ans. Ils n'avaient pas besoin qu'on discute de quoi que ce soit à leur sujet. C'était une mission de reconnaissance. Je n'ai pas rappelé. Puis, ce fut l'embuscade. J'étais dans une agence bancaire privée pour rencontrer un gestionnaire de patrimoine que Vincent m'avait recommandé, quand j'ai vu un reflet sur la paroi en verre de la salle de réunion. Une veste bleu marine, cette posture trop étudiée, et à ses côtés, un homme en costume gris tenant un attaché-caisse en cuir. Je me suis tourné lentement. Caroline se tenait dans le hall de la banque avec maître Damien Rostin, son avocat. Tous deux affichaient des expressions qui se voulaient détendues, mais qui oscillaient entre l'attitude d'un prédateur et le désespoir. François, a dit Caroline en s'approchant avec son sourire de façade, le même qu'elle arborait quand elle voulait quelque chose. Quelle coïncidence. Je ne savais pas que tu étais client ici. Je ne l'étais pas, ai-je répondu calmement. Qu'est-ce que tu veux, Caroline? Damien Rostin s'est avancé en tendant la main. Je ne l'ai pas serrée. Il l'a retirée doucement, sans se démonter. Monsieur Morel, je suis maître Rostin. Je représente votre ex-épouse. Nous espérions avoir une brève discussion concernant la révision des termes de votre convention de divorce. Le divorce est définitif, ai-je dit en gardant une voix posée. Il n'y a rien à réviser. Eh bien, a continué Rostin avec une douceur calculée, étant donné certains changements dans votre situation financière, nous pensons qu'un avenant serait approprié, voire équitable. Alors, ils savaient. Ils avaient eu vent de l'héritage d'une manière ou d'une autre, probablement par les registres des successions ou par des connaissances communes.
La question était de savoir ce qu'il savait exactement et ce qu'il devinait. Le sourire de Caroline s'est légèrement élargi. François, voyons. Nous avons été mariés 22 ans. Ne penses-tu pas qu'il est juste de partager une aubaine inattendue, surtout quand il s'agit d'argent de famille? J'ai plongé la main dans la poche de ma veste, j'ai sorti une carte de visite et je l'ai tendue à Rostin. Les coordonnées de maître Vincent Lemaire y étaient imprimées en relief. Toutes vos questions devront passer par mon notaire, ai-je dit calmement. Rostin a pris la carte, son sourire s'est figé. Il a reconnu le nom. Vincent Lemaire n'était pas n'importe qui. C'était le genre de professionnel qui entre en scène quand les choses deviennent sérieuses. François, a dit Caroline, sa voix perdant un peu de sa chaleur. Tu veux vraiment en arriver là? Rendre les choses conflictuelles? Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'est toi qui as rendu les choses conflictuelles quand tu m'as remis ces papiers il y a 3 mois. Tu m'as souri et tu es parti avec tout. Je ne fais que protéger ce qui m'appartient maintenant. Son visage s'est crispé. Rostin lui a posé une main sur le bras, signalant la retraite. Nous vous recontacterons, monsieur Morel. Ils sont partis. Je suis retourné dans la salle de réunion et nous avons continué à ouvrir des comptes que Caroline ne pourrait jamais toucher. La requête pour rouvrir le dossier de séparation des biens est arrivée 2 semaines plus tard. Une épaisse enveloppe livrée par coursier. Damien Rostin y avait brodé des arguments sur des actifs dissimulés. Des plaintes pour préjudice moral, des affirmations selon lesquelles j'avais caché ma relation avec Léonard. De la pure fiction, bien rédigée, mais totalement infondée. Vincent et moi nous sommes rencontrés pour examiner la demande. Il a étalé les pages sur la table de réunion comme s'il disséquait une plaidoirie ratée. Ils sont désespérés, a dit Vincent en tapotant le papier avec son stylo. Leur dossier repose sur la preuve que vous connaissiez. L'existence de l'héritage pendant le mariage. Peuvent-ils le prouver? Non. Ai-je dit? Parce que je ne le savais pas, Léonard ne me l'a jamais dit. Mais vous lui rendiez visite régulièrement, a souligné Vincent. Parce que c'était ma famille, ai-je répliqué. Caroline a refusé de l'accompagner après notre première année de mariage. Elle disait qu'il lui donnait des frissons. Vincent a pris des notes. Nous allons documenter cela. Je veux verser au dossier le fait que votre ex-femme a spécifiquement exigé la clause sur les biens futurs dans l'accord de divorce. Il a sorti la convention initiale avec les annotations manuscrites de Caroline dans les marges. Une section était surlignée, de son écriture soignée, tous les revenus, héritages et acquisitions futurs resteront la propriété exclusive des parties respectives. Elle a exigé cela elle-même, a expliqué Vincent. Elle a insisté pour protéger les bénéfices de son salon. Elle ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Au cours de la semaine suivante, Vincent a rassemblé des preuves accablantes, des relevés bancaires montrant que la planification successorale de Léonard avait commencé 18 mois avant le divorce. Des attestations prouvant mes visites, des échanges de mes démontrant mon ignorance de ses projets. La pièce maîtresse était une vidéo que Léonard avait enregistrée 6 mois avant sa mort. Vincent l'a passée dans son bureau. Léonard était assis dans sa bibliothèque, la voix faible mais ferme. Je laisse tout à François car il est la seule personne qui soit venue me voir sans rien attendre en retour, disait Léonard sur l'enregistrement. Sa femme, Caroline, a clairement affiché son mépris à mon égard. Elle m'a traité de vieux ringard inutile. François ne l'a jamais fait. Il
S'asseyait avec moi, il écoutait, il réparait des choses dans la maison sans qu'on le lui demande. C'est le genre d'homme qui mérite ce que j'ai bâti. La vidéo s'est terminée. Le silence a envahi la pièce. Ils ne peuvent pas contrer. Ça, ai-je dit. Non, a acquiescé Vincent. Ils ne peuvent pas. La riposte a été déposée 3 jours plus tard. Damien Rostin a appelé Vincent dans les heures qui ont suivi. Leur conversation a été brève. Rostin retirait sa requête. Pas d'audience, pas de plaidoirie, pas de seconde chance. Caroline avait perdu avant même de commencer. Ce soir-là, j'ai ouvert une bière dans mon appartement. Pas pour fêter ça, juste pour accuser réception. La bataille dont je ne voulais pas était terminée. Chloé m'a appelé un dimanche matin, la voix tendue par une émotion mêlant colère et trahison. Papa, il faut qu'on parle. Tu peux me rejoindre à la brasserie. 20 minutes plus tard, je me glissais sur la banquette en face d'elle. Ma fille avait l'air épuisée, de sombres cernes sous les yeux, s'accrochant à sa tasse de café comme à une bouée de sauvetage. Maman a menti, a dit Chloé sans préambule. Surtout. J'ai attendu, là. Laissant trouver ses mots. Je consultais de vieux dossiers au cabinet, a continué Chloé, la voix tremblant légèrement. Des documents de succession, des archives de notaire. Papa, j'ai trouvé des correspondances entre le notaire de l'oncle Léonard et notre cabinet. Elle date d'il y a 2 ans, 2 ans avant le divorce. Mon estomac s'est noué. Quel genre de correspondance? Des questions sur le droit des successions, spécifiquement sur la protection des actifs contre les réclamations entre conjoints, a expliqué Chloé. L'oncle Léonard préparait ça bien avant que maman ne lance la procédure. Il savait ce qu'elle manigançait. Qu'est-ce que tu veux dire par ce qu'elle manigançait? Ai-je demandé prudemment. Chloé a sorti son téléphone, a fait défiler des photos, puis a tourné l'écran vers moi. Des relevés bancaires, des reçus de cartes de crédit, tous au nom de Caroline. Des notes de restaurant chic où je n'étais jamais allé. Des nuits d'hôtel en ville. Des factures de bijouterie pour des articles pour hommes que je n'avais jamais reçus. Elle avait une liaison. Papa, a dit Chloé d'une voix sourde. Avec Grégoire Blanc, ton ancien associé. Dans la fourniture de matériaux. Ce nom m'a frappé comme un seau d'eau glacée. Grégoire Blanc. Le gars que j'avais aidé à obtenir son statut d'artisan il y a 15 ans. Le gars qui m'empruntait ma camionnette quand la sienne tombait en panne. Le gars qui venait chez nous pour les barbecues et les anniversaires. Depuis combien de temps ai-je réussi à demander? Au moins 2 ans, a répondu Chloé. Peut-être plus. J'ai trouvé des SMS entre elle et lui qui remontent bien avant sa demande de divorce. Elle prévoyait de te quitter pour lui. Le divorce, ce n'était pas parce que vous vous éloignez, papa. C'était parce qu'elle cherchait à s'élever socialement. Je me suis adossé à la banquette, repensant à toutes ces soirées où elle rentrait tard du salon. Ces congrès de coiffure qui ne semblaient jamais aboutir à rien, la façon dont elle avait commencé à s'habiller différemment, à parler différemment. Elle n'évoluait pas, elle passait une audition pour une autre vie. Thomas est au courant? Ai-je demandé. Chloé a secoué la tête. Pas encore. Il continue de la défendre. Il pense toujours que tu as jeté l'éponge sans te battre. Il est peut-être. Tant qu'ils connaissent la vérité, ai-je dit. Il y a autre chose, à ajouter. Chloé en baissant la voix. Maman perd de l'argent à une vitesse folle. Le salon est criblé de dettes. Elle a contracté des prêts sur sa part de la maison pour
Investir dans une entreprise avec Grégoire. Ça a fait faillite. Elle se noie. Papa. C'est pour ça qu'elle en avait après ton héritage. Elle est désespérée. J'ai regardé ma fille, voyant la douleur dans ses yeux. Elle avait découvert que sa mère n'était pas celle qu'elle croyait, que l'histoire que Caroline racontait était un tissu de mensonges. Je suis désolé que tu aies eu à découvrir ça. Ai-je dit doucement. Ne sois pas désolé, a répondu Chloé fermement. J'avais besoin de connaître la vérité. Et Thomas aussi. Cet après-midi-là, Chloé a appelé son frère. Je n'ai pas assisté à la conversation, mais elle m'a raconté. Plus tard que Thomas était resté muet quand elle lui avait exposé les preuves. La liaison, les mensonges financiers, le timing calculé du divorce. Quand il a fini par parler, sa voix était différente, plus dure. 2 jours plus tard, Thomas a débarqué à mon appartement à l'improviste. Il se tenait sur le pas de ma porte, les mains dans les poches, ayant l'air d'avoir vieilli de 5 ans. 48 heures. Je suis désolé, papa, a dit Thomas d'une voix rauque. Je l'ai cru. Je pensais que tu avais juste abandonné. Entre, mon garçon. Ai-je dit en m'écartant. Nous nous sommes assis dans mon petit salon, le silence pesant lourdement entre nous. Finalement, Thomas a pris la parole. Elle nous a tous manipulés, a-t-il dit. Elle a joué la victime. Elle t'a fait passer pour le lâche qui fuit. Et je suis tombé dans le panneau. Tu as cru ta mère, ai-je répliqué. Ce n'est pas un crime. Ça l'est quand on a tort, a dit Thomas en me regardant droit dans les yeux. Quand on accuse son père d'être faible alors qu'il agissait juste avec dignité. Je me suis penché et je lui ai serré l'épaule. Tout va bien, Thomas. On est là. Mon fils a hoché la tête, mais je voyais la colère bouillir sous son calme apparent. Pas envers moi, mais envers Caroline, envers les mensonges, l'imposture. La famille se fracturait selon deux nouvelles lignes de faille maintenant, et cette fois, c'était la vérité qui tranchait dans le vif. Le monde minutieusement bâti de Caroline a commencé à s'effondrer plus vite qu'elle ne pouvait le consolider. Une semaine après que Chloé et Thomas eurent appris la vérité, les publications sur les réseaux sociaux se sont arrêtées. Les photos au champagne, les légendes inspirantes, la vie de rêve, tout a été réduit au silence. J'ai appris par Chloé que Grégoire Blanc avait quitté la région. Il était parti s'installer au Portugal sans crier gare, laissant Caroline avec les dettes de leur affaire ratée et sans la moindre explication. L'homme pour qui elle avait sacrifié 22 ans de mariage s'était volatilisé à la seconde où les choses s'étaient compliquées. Le salon de coiffure qu'elle dirigeait a été racheté par une chaîne nationale. On n'a pas proposé à Caroline de poste de manager lors de la transition. Ils l'ont licenciée avec ses indemnités légales et une lettre polie la remerciant pour ses services. Son appartement, le logement avec vue dont elle était si fière sur Internet, a été remis en location. Elle avait pris du retard sur les loyers. Elle ne pouvait plus soutenir le train de vie qu'elle affichait. Je ne me réjouissais d'aucune de ces nouvelles, mais je n'éprouvais pas non plus de pitié pour elle. Chloé me tenait au courant, non pas par goût des commérages, mais parce qu'elle estimait que je devais savoir. Maman a emménagé chez tante Martine, m'a dit Chloé lors d'un café un après-midi. Elle demande de l'argent à tout le monde. Elle traverse une mauvaise passe. Vraiment, ai-je demandé. Elle affronte les conséquences de ses propres actes, a corrigé Chloé. C'est différent. Thomas avait purement et simplement cessé de répondre aux appels de Caroline. La trahison était trop profonde. Il avait fondé sa relation avec ça.
Mère sur la confiance, et elle l'avait anéanti à coups de mensonges. Quand elle a essayé de le contacter via les réseaux sociaux, il l'a bloqué. Quand elle s'est présentée à son bureau, la sécurité l'a raccompagnée à la sortie. J'ai fini de servir de filet de sécurité, m'a dit Thomas quand nous avons déjeuné ensemble un midi. Elle a fait son lit, maintenant qu'elle s'y couche. Je comprenais sa colère, mais une part de moi s'inquiétait de l'amertume qui prenait racine en lui. Ne laisse pas ces erreurs te transformer en quelqu'un que tu n'es pas, lui ai-je conseillé. Tu peux couper les ponts sans porteur de haine. Thomas y a réfléchi, puis a hoché lentement la tête. Tu vaux mieux que moi, papa. Je ne sais pas comment tu fais pour rester aussi calme à travers tout ça. Je n'étais pas calme, ai-je avoué. J'ai juste été patient. Il y a une nuance. Le coup de grâce est tombé lorsque l'avocat de Caroline, maître Rostin, s'est totalement retiré de son dossier. Chloé a trouvé le document à son travail. Une simple requête invoquant des différends irréconciliables avec sa cliente. Traduction, Caroline ne pouvait plus le payer et son dossier ne tenait pas la route. Sans représentation légale, sans argent, sans Grégoiré. Sans le soutien de ses enfants, Caroline se retrouvait seule face à la réalité qu'elle avait elle-même façonnée. Puis, la lettre manuscrite est arrivée dans mon appartement, glissée dans une enveloppe toute simple. Pas d'expéditeur, mais j'ai reconnu l'écriture immédiatement. François, commençait la lettre. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit. Je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai détruit, mais je te le demande quand même, pas pour de l'argent, pas pour qu'on se remette ensemble, juste pour avoir une chance de t'expliquer, de m'excuser, de reconnaître que j'avais tort sur toute la ligne. Sur toi, sur nous, sur ce qui était important. J'ai jeté quelque chose d'authentique pour quelque chose qui brillait davantage. Et maintenant je n'ai plus rien. Je ne te demande pas de me pardonner. Je veux juste que tu saches que maintenant, je vois clair. Je vois ce que j'ai perdu. Caroline. J'ai lu la lettre 3 fois, puis je l'ai pliée soigneusement, je l'ai rangée dans le tiroir avec tous les autres documents juridiques, et je l'ai refermée. Parfois, les excuses arrivent trop tard. Non pas parce qu'elles manquent de sincérité, mais parce que la personne à qui elles sont destinées est déjà passée à autre chose. Le passé n'a de valeur que si l'on y vit encore. Ce n'était pas mon cas. Ce soir-là, Vincent a appelé pour me donner des nouvelles. La succession de Léonard est clôturée, a-t-il annoncé. Tous les actifs ont été transférés. La structure juridique est en place. Tout est parfaitement sécurisé. Bien, ai-je répondu. Il y a un dernier détail, a ajouté Vincent. L'enregistrement vidéo de Léonard a été versé aux archives départementales avec le reste du dossier de succession. C'est désormais dans le domaine public. N'importe qui peut le consulter. Ce qui signifiait que quiconque pouvait écouter les mots de Léonard. Au sujet de Caroline, sur son mépris, sur son dédain pour la famille. Ce n'était pas de la vengeance, c'était simplement la vérité préservée par la voix d'un vieil homme, à la disposition de quiconque serait assez curieux pour chercher. J'ai remercié Vincent et j'ai raccroché. Je suis resté près de la fenêtre, à regarder le trafic s'écouler en bas. Ma vie était plus petite aujourd'hui, en mètres carrés, mais infiniment plus grande dans tout ce qui comptait vraiment. J'avais retrouvé mes enfants, j'avais gardé mon intégrité. J'avais 8 millions d'euros que je n'avais jamais espéré, et la paix de l'esprit qui vient quand on sait qu'on n'a rien fait de mal. Caroline avait eu tout ce qu'elle croyait vouloir,
et cela lui avait coûté tout ce qui avait une réelle valeur. Le coup de fil est arrivé un jeudi matin de novembre. Numéro inconnu. Un indicatif de Normandie. Monsieur Morel, je suis maître Patricia Girard, du cabinet Girard & Associés. Je vous appelle concernant une réclamation sur la succession de Léonard Dupont. Une femme nommée Diane Dupont prétend être la fille que Léonard aurait eu d'une relation antérieure. Elle conteste le testament. Je me suis redressé. Léonard n'avait jamais mentionné de fille. C'est fréquent dans ce genre de situation, a répondu Patricia. Elle a des documents, un acte de naissance, des lettres, des photos. Son avocat dépose une contestation officielle. J'ai appelé Vincent immédiatement. Ça arrive plus souvent que vous ne le pensez, a-t-il dit. Des parents perdus de vue refont surface dès qu'il y a de l'argent en jeu. Nous allons devoir vérifier ces dires et protéger votre héritage. Au cours des semaines qui ont suivi, Diane Dupont est devenue une réalité. Elle avait 43 ans, elle vivait en Normandie. Léonard avait eu une brève liaison avec sa mère au début des années 80. Lorsque la grossesse a été découverte, il a apporté un soutien financier, mais a gardé ses distances. La question, a expliqué Vincent, est de savoir si Léonard l'a intentionnellement exclu ou s'il a simplement omis de mettre son testament à jour. Il était méticuleux, ai-je rétorqué. S'il avait voulu l'inclure, il l'aurait fait. La bataille juridique s'est étirée sur 3 mois de déposition, d'examen de documents, d'enquête. L'avocat de Diane m'a dépeint comme le neveu opportuniste qui avait isolé Léonard de sa véritable famille. Chloé m'a accompagné aux audiences. C'est ce que maman espérait voir arriver, a-t-elle fait remarquer. Te regarder te débattre avec un héritage qui tourne au cauchemar. Peut-être ai-je admis, mais je ne renoncerai pas à ce que Léonard voulait me léguer. La percée est venue de l'ancienne gouvernante de Léonard. Elle a apporté une boîte de lettres, des courriers de la mère de Diane datant de plusieurs décennies, réclamant de l'argent, proférant des menaces. Et les réponses de Léonard, polies mais fermes. Il avait payé une pension alimentaire, il avait financé les études de Diane, mais il avait clairement stipulé qu'il ne souhaitait aucune relation au-delà de ses obligations financières. La dernière lettre, vieille de 5 ans, venait de Diane elle-même. Elle avait demandé un prêt à Léonard pour lancer une entreprise. Il avait refusé, expliquant qu'il avait déjà rempli ses devoirs. Vincent a présenté cela au tribunal. Léonard Dupont connaissait l'existence de Diane. Il avait subvenu à ses besoins durant son enfance et au début de sa vie d'adulte, mais il avait choisi de léguer son patrimoine à François Morel, le neveu qui avait réellement entretenu une relation avec lui. C'était une décision éclairée et délibérée. Le juge a statué en ma faveur. La requête de Diane a été rejetée. En sortant, je me sentais épuisé, mais légitimé, non pas parce que j'avais gagné de l'argent, mais parce que les dernières volontés de Léonard avaient été respectées. Les frais d'avocat, ai-je demandé à Vincent. Environ 300 000 €, a-t-il répondu. Cela valait la peine pour honorer la mémoire de Léonard. Ce soir-là, Diane m'a appelé directement. Sa voix était lasse. Je ne vais pas m'excuser. J'estimais avoir droit à quelque chose. Tu as eu quelque chose, ai-je répondu. Léonard s'est assuré que tu fasses des études, que tu ne manques de rien. Mais l'héritage, ce n'est pas une question de biologie, c'est une question de lien. Elle est restée silencieuse. Il tenait vraiment à vous, n'est-ce pas? Oui, ai-je répondu simplement. Et je tenais
À lui. Nous avons raccroché sans animosité. Deux personnes qui s'étaient battues pour l'argent d'un vieil homme et qui avaient découvert qu'il ne s'était jamais vraiment agi d'argent. 8 mois après la mort de Léonard, je me tenais devant le centre de formation du pont, regardant les ouvriers du bâtiment terminer l'édifice. La plaque indiquait « Centre commémoratif Léonard Dupont », dédié à l'enseignement des métiers de l'artisanat et à la construction de l'avenir. J'avais utilisé 2 millions d'euros de l'héritage pour créer ce lieu. Un centre de formation pour les jeunes intéressés par la plomberie, l'électricité, la menuiserie, avec des bourses pour ceux qui ne pouvaient pas payer les frais d'inscription et des programmes d'insertion professionnelle en partenariat avec les artisans locaux. Chloé était à mes côtés. Il aurait adoré ça, a-t-elle dit doucement. Je l'espère, ai-je répondu. Mon entreprise de plomberie s'était développée. 3 plombiers supplémentaires, 2 camions. 9, des contrats avec des entreprises. Non pas parce que j'avais besoin d'argent, mais parce que j'aimais ce travail, bâtir quelque chose, réparer les choses. Thomas avait rejoint l'entreprise 6 mois plus tôt. Après des années dans le management commercial, il avait décidé qu'il voulait faire quelque chose de plus concret. Nous travaillions ensemble 3 jours par semaine et je lui apprenais tout ce que Léonard m'avait enseigné. Désolé d'avoir douté de toi. Papa, a dit Thomas un après-midi alors que nous remplacions une canalisation principale. Désolé d'avoir cru à son histoire au lieu de te faire confiance. C'est de l'histoire ancienne, lui ai-je dit. Tu es là, maintenant. C'est ça qui compte. Caroline avait disparu de nos vies. Aux dernières nouvelles, elle était dans le sud de la France et travaillait comme vendeuse en magasin. Repartant de zéro. Je ne tirais aucune satisfaction de sa chute, mais je n'avais aucune compassion non plus. La maison que nous avions partagée a été vendue aux enchères. Je suis passé devant une fois. Une jeune famille l'avait achetée. Une balançoire dans le jardin, des jouets sur la pelouse. La vie continuait. Je ne me suis jamais remarié. J'ai eu quelques rendez-vous de temps en temps, rien de sérieux. À 60 ans, j'avais appris que la solitude ne veut pas dire être seul. J'avais mon travail, mes enfants, mon centre de formation, et mon café du mardi matin avec mes amis artisans. Chloé s'est mariée au printemps. Quand elle m'a pris dans ses bras après la cérémonie, elle m'a murmuré « Merci de m'avoir montré à quoi ressemble la vraie intégrité. Ça valait plus que tous les héritages du monde. » Un dimanche matin, en lisant le journal, j'ai remarqué un petit article, une chaîne régionale de salons de coiffure se déclarant faillite. L'entreprise qui avait racheté le salon de Caroline s'était effondrée. J'ai pensé appeler Chloé, puis j'ai décidé de n'en rien faire. Ça ne sert à rien de s'attarder sur les échecs des autres. Au lieu de cela, j'ai pris ma voiture et je suis allé au centre de formation. J'ai marché dans les ateliers où les apprentis apprenaient à fileter des tuyaux et à installer des raccords. Je les ai regardés galérer, réussir, apprendre les mêmes leçons que Léonard m'avait enseigné. Un gamin d'à peine 19 ans se battait avec un raccord récalcitrant. Je me suis approché et je lui ai montré le geste que Léonard m'avait appris il y a 40 ans. Voilà, ai-je dit quand le raccord s'est enclenché. Tu as senti le déclic? Oui, a souri le garçon. J'ai compris. Bien. Maintenant, refais-le jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin d'y penser. Je l'ai laissé s'entraîner. Je suis sorti sous le soleil de l'après-midi. Ma camionnette était garée juste à côté, cabossée mais increvable. Mon téléphone a vibré avec un message de Thomas concernant une commande de matériel. C'était ça.
Ma vie, maintenant. Plus modeste que ce que Caroline aurait voulu, plus riche. Que ce que j'aurais pu espérer, bâti sur des fondations inébranlables parses. Qu'elles étaient faites de savoir-faire, d'honnêteté et de liens qui comptaient. Vraiment. Léonard m'avait légué 8 millions d'euros, mais le véritable héritage était la leçon qui se cachait derrière, la richesse sans la grandeur. Dame n'est qu'une série de chiffres sur un bout de papier, et parfois, les gens qui vous quittent vous rendent le plus grand service de votre vie. Je suis monté dans mon utilitaire, j'ai démarré le moteur, je me suis dirigé vers la suite de l'aventure, et je l'ai fait la tête haute.